C'est l'insistance sur le fait que ces droits, tout en étant évidents, n'ont jamais été exécutés de manière facile. Mais nous, le peuple, à travers la démocratie, notre démocratie, nous faisons une nation plus parfaite. Quelle idée radicale! Un don formidable qui nous a été donné par nos fondateurs, nos pères fondateurs. La liberté de rechercher à réaliser nos rêves individuels à travers l'effort et l'imagination. Et l'impératif de travailler ensemble pour un bien commun, pour un bien supérieur. Pendant 240 ans, notre nation a appelé à la citoyenneté et cela a donné du travail et un but à chaque génération. Et le choix de la République sur la tyrannie. Cela a inspiré les esclaves pour qu'ils se libèrent et a attiré des immigrants et des réfugiés à travers les mers. Et c'est ça qui a amené les femmes à s'améliorer et à donner le pouvoir aux travailleurs pour qu'ils s'organisent. C'est la raison pour laquelle les GI ont donné leur vie à Omaha Beach, en Irak, en Afghanistan. Et c'est la raison pour laquelle les hommes et des femmes de Selma ont donné leur vie également. C'est ce que nous voulons dire quand nous disons que l'Amérique est exceptionnelle. Notre nation n'est pas dépourvue de défauts, mais elle a la capacité à changer et à améliorer la vie pour tous. Oui, nous avons fait des progrès inégaux, mais la démocratie a toujours été difficile, a toujours créé des litiges et parfois même des batailles sanglantes. Nous faisons 2 pas en avant, mais parfois on fait aussi des pas en arrière. Mais sur le long terme, l'Amérique s'est définie par le progrès, par l'élargissement de ses croyances pour intégrer tous ses enfants. Si je vous avais dit il y a 8 ans que l'Amérique triompherait de la grande récession, que l'on relancerait l'industrie automobile et que l'on connaîtrait la plus longue période de création d'emplois de notre histoire, si je vous avais dit que nous ouvririons un nouveau chapitre de nos relations avec Cuba et que nous gèlerions le programme nucléaire iranien et que nous nous vengerions de septembre 2001, et si je vous avais dit que nous avions mis en place le droit à la sécurité sociale et à la couverture médicale pour des millions de nos concitoyens, si je vous avais dit tout ça, vous auriez pu dire qu'on était un peu trop ambitieux. Mais c'est ce que nous avons fait. C'est ce que vous avez fait. Vous avez organisé le changement, vous avez répondu aux espérances des uns et des autres, et c'est vous qui avez rendu l'Amérique plus forte et en meilleur état par rapport au début de mes 2 mandats. Dans 10 jours, le monde va voir à l'œuvre la démocratie américaine, la transition pacifique du pouvoir d'un président librement élu au suivant.
Je me suis engagé face au président élu Trump que cette transition se passerait bien, comme la transition entre le président Bush et moi s'est bien passée. Car c'est à nous de veiller à ce que notre gouvernement puisse relever tous les défis auxquels nous sommes confrontés. Nous avons ce qu'il faut pour faire face aux défis. Nous avons toutes les ressources pour relever les défis. Vous restez la nation la plus riche, la plus puissante et la plus respectée de la Terre. Notre jeunesse, notre dynamisme, notre diversité, notre capacité à prendre des risques et à nous réinventer veut dire que l'avenir est à nous. Mais ce potentiel ne pourra être réalisé que si notre démocratie fonctionne. Et seulement si nos politiques reflètent mieux la décence de notre peuple. Seulement si nous tous, quelles que soient nos loyautés partisanes, nous avons un sens de l'objectif commun dont on a grand besoin aujourd'hui. L'état de notre démocratie me préoccupe. La démocratie n'exige pas l'uniformité. Nos pères fondateurs se sont querellés, ont trouvé des compromis et s'attendent à ce que nous fassions la même chose aujourd'hui. Mais ils savaient que la démocratie exige un sens fondamental de la solidarité. L'idée selon laquelle, en dépit de toutes nos différences, nous sommes dans le même bateau et nous vaincrons ou nous perdrons ensemble. Il y a eu des moments durant notre histoire durant lesquels cette solidarité a été menacée. Au début du XXe siècle, le début du XXe siècle a été une telle période, un monde qui se rétrécit, les inégalités, les changements démographiques, le spectre du terrorisme qui ont mis à rude épreuve notre sécurité et notre prospérité et aussi notre démocratie. Et la façon de relever les défis à la démocratie va déterminer notre capacité à défendre notre pays et à créer des emplois. En d'autres termes, cela va déterminer notre avenir. Pour commencer, notre démocratie ne fonctionnera pas si on ne croit pas en l'idée que tout le monde a ses chances économiques. La bonne nouvelle, c'est que notre économie croît de nouveau et que les salaires augmentent et la pauvreté diminue de nouveau. Les riches payent leur part juste des impôts. Le taux de chômage est au plus bas depuis 10 ans. Les coûts de l'assurance santé augmentent au taux le plus faible depuis des années. Si quiconque peut remplacer l'Obamacare par un autre plan qui est meilleur, eh bien, s'ils mettent en place un système qui couvre autant de citoyens au meilleur coût, je soutiendrai ce nouveau plan. Parce que, après tout, c'est la raison pour laquelle nous servons notre pays. C'est pas pour marquer des points ou pour obtenir les louanges. C'est pour rendre meilleure la vie des gens. Mais en dépit de tous les progrès que nous avons réalisés, nous savons que cela ne suffit pas. Notre économie ne fonctionne pas aussi bien et ne croît pas aussi vite
et les classes moyennes ne s'y retrouvent pas assez. Alors ça c'est l'argument économique, mais les inégalités nuisent également à notre idée de la démocratie. Le 1% des plus riches ont amassé des parts énormes de notre richesse et dans les quartiers difficiles, beaucoup de personnes se sentent laissées pour compte. Le travailleur dans le secteur de la santé, le serveur dans les cafés sont convaincus que les dés sont contre eux, que les jeux sont faits contre eux. Et cela induit le cynisme et la polarisation de notre politique, de notre vie politique. Il n'y a pas de solution facile à cette tendance lourde. Je suis d'accord. Notre commerce doit être plus juste et pas simplement plus libre. Mais les défis les plus grands vont revenir, vont être causés par l'automatisation qui va détruire beaucoup d'emplois. Il nous faut donc renouveler le contrat social. Il faut garantir à tous nos enfants l'éducation dont ils ont besoin. Il faut permettre aux travailleurs de développer le syndicalisme pour négocier de meilleurs salaires. Et il faut qu'on réforme la fiscalité pour que les particuliers et les entreprises les plus riches remplissent leurs obligations envers leurs devoirs et les obligations envers le pays qui leur a donné tant de prospérité. Nous pouvons nous disputer sur les moyens d'atteindre ces objectifs, mais nous ne pouvons pas rester passifs, nous ne pouvons pas rester indifférents face aux objectifs. Si nous ne créons pas des occasions de réussir à tous, pour tous, ces divisions vont s'aggraver dans les années à venir. Il y a une deuxième menace qui pèse sur notre démocratie, une très ancienne menace. Après mon élection, on a parlé d'une Amérique post-raciale. Dans cette vision, elle n'était pas très réaliste. La race, la question raciale reste une question qui nous divise. J'ai vécu suffisamment pour savoir que les relations entre les races sont meilleures aujourd'hui qu'il y a 10, 20 ou 30 ans. Malgré tout ce qu'on dit, ça se voit non seulement à travers les statistiques, ça se voit dans l'attitude des jeunes Américains, quelle que soit leur obédience politique. Nous avons tous beaucoup à faire, encore plus à faire dans ce domaine. Si chaque question économique est une lutte entre une classe moyenne blanche qui travaille dur et une minorité qui ne mérite pas le succès, les travailleurs vont se battre pour avoir des miettes, tandis que les riches vont continuer à accumuler les richesses. Si nous ne voulons pas investir dans les enfants des immigrés parce qu'ils ne nous ressemblent pas, nous allons diminuer les perspectives de nos propres enfants parce que ces enfants de couleur vont représenter une proportion de plus en plus importante, une part de plus en plus grande de la population américaine. Nous avons démontré que notre économie n'a pas besoin d'être un jeu à somme nulle. Toutes les classes d'âge, les hommes et les femmes, doivent bénéficier du progrès économique. Il faut être sérieux au sujet de la question raciale. Il faut qu'on se batte contre la discrimination dans l'embauche, dans l'éducation, dans le logement et dans le système judiciaire. Et c'est ce qu'exige notre Constitution et nos idéaux. Mais la législation ne suffit pas, les lois ne suffisent pas. Il faut qu'on change nos cœurs, dans nos cœurs.
et ça ne va pas changer du jour au lendemain. Les attitudes sociales, souvent, évoluent sur des générations. Si notre démocratie doit fonctionner pour faire face aux défis d'un pays de plus en plus diversifié, chacun d'entre nous doit faire attention au conseil d'un grand personnage de l'Amérique qui a dit « On ne comprend jamais quelqu'un avant de tenir compte de son point de vue ». Pour les Noirs et pour d'autres groupes de minorités, il faut que l'on relie notre lutte pour la justice, qu'on le relie à d'autres défis, d'autres catégories de la population, les réfugiés, les immigrés, les transgenres, le blanc d'âge moyen qui semble avoir des avantages, mais qui a vu son monde bouleversé par le changement technologique. Et nous devons prêter attention à ces catégories-là, nous devons les écouter. Pour les Américains blancs, il faut reconnaître que les effets de l'esclavage n'ont pas disparu dans les années 1960. Quand les groupes minoritaires expriment leur mécontentement, on ne peut pas répondre seulement par le politiquement correct. Il faut mettre en place le traitement égalitaire de tous, mis en place par les pères fondateurs de notre pays, de notre République. Pour les Américains natifs de l'Amérique, pour les Américains natifs de l'Amérique, il faut se rappeler que les stéréotypes sur les immigrants étaient exactement les mêmes au sujet des Irlandais et des Italiens et des Polonais. On disait la même chose. On disait que les immigrés italiens, polonais et autres détruiraient l'Amérique. Et en fait, on sait que les nouvelles vagues d'immigrés ont renforcé les croyances américaines. Et cette nation a été renforcée par les vagues d'immigrés. Donc, quel que soit notre statut social, nous devons tous essayer faire plus d'efforts en partant du principe que chacun de nos concitoyens aime son pays autant que nous. Et ils valorisent le travail et la famille et leurs enfants ont autant d'espoir et dignes d'amour que les nôtres. Et ça n'est pas facile, ça n'est pas une tâche facile. Pour trop d'entre nous, il est plus facile de se retirer, de se replier sur soi dans nos quartiers, dans nos campus universitaires, dans nos églises ou dans nos médias sociaux, entourés de personnes qui nous ressemblent, qui partagent les mêmes points de vue politiques, qui ne mettent jamais en cause nos présupposés. Et la montée de l'esprit partisan, de la stratification, la fragmentation des médias, un canal pour chaque goût différent. Tout cela incite à croire que cette fragmentation est naturelle et on se replie sur nos bulles et on accepte toutes les informations qui vont dans le sens de nos opinions, au lieu de fonder nos opinions sur les preuves objectives qui existent. Et cette tendance représente la troisième menace à notre démocratie. La politique est une bataille d'idées. C'est notre conception de notre démocratie. Dans un débat sain, on
on établit des priorités sur les objectifs et les moyens de les atteindre. Mais sans accepter l'idée qu'il faut de nouvelles informations, il faut accepter que votre adversaire est peut-être en train de défendre un point de vue raisonnable, étayé par des faits scientifiques. Et il faut qu'on développe le sens du compromis. Cela ne fait-il pas partie de ce qui rend la politique parfois décourageante? Comment les élus peuvent-ils se plaindre des déficits quand on veut augmenter les dépenses en matière d'éducation plutôt que de relever les impôts? Ce n'est pas que de la malhonnêteté, cette espèce de tri sélectif des faits. Le tri sélectif des faits est une chose qui ne fonctionne pas. Comme me disait ma mère, la vérité vous rattrape finalement, comme me disait ma mère. Prenez le défi du changement climatique. En 8 ans, depuis 8 ans, nous avons doublé notre capacité à produire de l'énergie, nous avons réduit notre dépendance énergétique vis-à-vis du monde extérieur. Mais sans des actions plus audacieuses, nos enfants n'auront pas le temps de parler de l'existence du changement climatique. Ils vont être occupés par les désastres environnementaux, par les problèmes de changement climatique. Nous devons et nous pouvons nous discuter de la meilleure approche pour aborder ce problème. Mais nier l'existence même de ce problème, non seulement trahit les générations futures, mais cela trahit l'esprit essentiel de ce pays, l'esprit essentiel de l'innovation et de la résolution des problèmes qui ont inspiré nos pères fondateurs. C'est cet esprit-là, né du siècle des Lumières, qui a fait de nous la grande puissance économique. L'esprit qui s'est traduit par la conquête de l'espace, par la guérison des grandes maladies et par l'invention de l'ordinateur pour tous, fondé sur la raison, sur l'état, l'esprit d'entreprise, la primauté du droit sur la puissance, nous a permis de résister au fascisme et à la tyrannie pendant la Grande Dépression économique. Nous a permis de bâtir un nouveau monde après la Seconde Guerre mondiale, fondé pas seulement sur la puissance militaire ou sur des affiliations nationales, mais fondé sur des principes, les droits de l'homme, l'état de droit, la liberté de s'associer, d'exprimer sa foi. Cet ordre n'est pas est mis en cause. Cet ordre est mis en cause aujourd'hui par des fanatiques qui parlent au nom de l'islam ou par des autocrates qui sont contre la démocratie ouverte, sur la liberté d'entreprendre. Le péril que cela représente pour notre démocratie est plus grand qu'un missile ou qu'une bombe qui éclate dans une voiture piégée. Cela représente la peur du changement, la peur des personnes qui semblent différentes, un mépris de l'état de droit qui exige que les élus, que les gens au pouvoir soient responsables, soient tenus responsables, et qui croient que l'épée, que l'arme à feu, la bombe ou la machine de propagande est ce qui décide de ce qui est vrai et de ce qui est faux, de ce qui est bien et de ce qui est mal.
du fait du courage extraordinaire de nos hommes et de nos femmes en uniforme, de nos diplomates et des personnes qui œuvrent dans le renseignement, aucune organisation terroriste étrangère a exécuté un acte terroriste majeur dans notre pays depuis 8 ans. Et bien que Boston et Orlando et San Bernardino et Fort Hood nous rappellent des dangers de la radicalisation, nos forces de l'ordre sont plus efficaces et plus vigilantes que d'hommes. Nous avons éliminé des milliers de terroristes, y compris Ben Laden. La coalition mondiale contre Daesh a éliminé les chefs de Daesh. Daesh sera détruit. Et tous ceux qui servent ou ont servi Daesh, j'ai eu l'honneur d'être votre commandant en chef. Et j'ai beaucoup de gratitude pour l'honneur que vous m'avez fait. Mais protéger notre mode de vie, ça n'est pas que la tâche de nos militaires. La démocratie peut parfois céder à la peur, à la crainte. Et de même que nous, en tant que citoyens, nous devons rester vigilants contre les agressions extérieures. Nous devons aussi rester vigilants par rapport à l'affaiblissement des valeurs qui constituent notre identité, notre personnalité. Depuis 8 ans, j'ai œuvré dans la lutte contre le terrorisme en mettant fin à la torture. Et nous avons changé nos lois pour protéger les libertés civiles. Et je rejette la discrimination contre les Américains, quels qu'ils soient. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas nous retirer. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas nous retirer contre les luttes qui ont lieu dans le monde entier pour développer la démocratie et les droits de l'homme, les droits LGBT, etc. Quel que soit. Certes, c'est facile d'ignorer nos valeurs. Défendre l'Amérique, c'est défendre certaines valeurs. La lutte contre l'extrémisme, contre l'intolérance, contre le sectarisme, contre le chauvinisme, et la lutte contre l'autoritarisme et l'agression nationaliste. Si la portée de la liberté, le périmètre du respect de l'état de droit se développe, cela va diminuer le risque de guerre entre les nations et cela protégerait nos libertés. Alors restons vigilants, n'ayons pas peur. L'État islamique va essayer de nouveau de tuer des innocents. Mais l'État islamique ne pourront pas défaire les États-Unis, sauf si les Américains eux-mêmes trahissent leur constitution. Nos rivaux comme la Russie et la Chine ne peuvent pas se comparer à nous, sauf si nous renonçons à ce que nous représentons. Nous ne voulons pas devenir un grand pays qui harcèle ses voisins et petits voisins, ce qui m'amène à mon dernier point. Notre démocratie est menacée à chaque fois que nous la prenons pour chose acquise, comme quelque chose d'acquis. Nous tous,
Quel que soit le parti que nous soutenons, nous devons œuvrer en faveur de la reconstruction de nos institutions démocratiques. Quand les taux de participation aux élections sont parmi les plus faibles de toutes les grandes démocraties du monde, il faut qu'on facilite l'accès au vote. Il faut qu'on facilite l'accès aux élections. Quand la confiance dans nos institutions est à un faible niveau, nous devons réduire l'impact, l'influence de l'argent sur la politique. Il faut qu'on défende les principes de l'éthique dans le service public. Quand le Congrès dysfonctionne, il faut qu'on encourage des élus qui valorisent le bon sens et non pas l'extrémisme. Mais tout cela ne peut pas se produire tout seul. Tout cela dépend de notre participation. Tout cela dépend de l'acceptation par chacun de nous de ses devoirs en tant que citoyen, quelle que soit l'orientation politique du moment. Notre Constitution est un don remarquable, magnifique. Mais en fait, il s'agit au fond que d'un bout de papier. En soi, la Constitution n'a pas de pouvoir. C'est nous, le peuple, qui donne du pouvoir à la Constitution. C'est nous, le peuple, qui donnons du sens à la Constitution à travers notre participation et à travers des choix que nous faisons, des alliances que nous forgeons. Est-ce qu'on défend nos rêves? Est-ce qu'on fait respecter l'état de droit? Ça dépend de nous. L'Amérique n'est pas une chose fragile. Les gains de la liberté sont toujours fragiles. Dans son propre discours d'adieu, George Washington a dit que l'autogestion est à la base de notre sécurité, de notre prospérité et de notre liberté, l'autogouvernance. Mais pour différentes raisons, et il y aura beaucoup de douleurs. Beaucoup de personnes vont essayer de réduire votre conviction, votre croyance dans ces vérités. Donc, il faut qu'on préserve cette vérité avec une anxiété jalouse. Il faut rejeter toutes les tentatives d'aliéner une partie de notre population. Il faut qu'on renforce les liens sacrés qui nous unissent. Si nous affaiblissons les liens entre nous, si le dialogue politique se dégrade, tout le monde va rechigner à participer au service public. Les Américains avec lesquels nous ne sommes pas d'accord ne doivent pas être perçus comme malveillants ou quand on définit certains de nos compatriotes comme étant plus américains que d'autres. Cela va à l'encontre de nos valeurs. Et quand on reste passif et on critique les élus qu'on élit nous-mêmes, sans prendre conscience du rôle qu'on a joué nous-mêmes en les élisant, il revient à chacun d'entre nous d'être des gardiens soucieux et jaloux de notre démocratie et d'assumer la responsabilité qui nous a été donnée d'améliorer continuellement notre nation, notre grande nation, parce que, quelles que soient nos différences externes apparentes, en fait, nous partageons au fond le même projet. C'est la citoyenneté. Nous partageons tous la citoyenneté, l'élément le plus important de la démocratie. Donc, voyez-vous,
C'est ce qu'exige notre démocratie. Elle a besoin de vous. Pas seulement lorsqu'il y a des élections, pas seulement quand vos intérêts personnels uniquement sont en jeu, mais tout au long de votre vie. Si vous êtes lassé de discuter avec des inconnus sur l'Internet, essayez de nouer un dialogue avec une personne physique qui est réellement en face de vous. Si un problème doit être résolu, eh bien, allez vous organiser, levez-vous et organisez-vous. Si vous êtes déçu par vos élus, eh bien, faites signer des pétitions, obtenez des signatures et faites-vous élire vous-même. Montrez-vous aux élections, plongez dans la politique et continuez l'effort. Parfois, vous gagnerez, parfois, vous perdrez. Et il faut faire crédit de la bonté des autres. Parfois, le processus va vous décevoir. Mais pour ceux d'entre nous qui avons vu le système fonctionner de près, ça peut être une source de dynamisme et votre foi en l'Amérique, le plus souvent, et en les Américains sera confirmée par votre engagement. En tout cas, ça a été le cas pour moi-même. Tout au long de ces 8 années de pouvoir, j'ai vu les visages pleins d'espoir de nos diplômés, de nos militaires. J'ai cherché des réponses avec les familles et j'ai trouvé la grâce à travers les églises. J'ai vu nos scientifiques aider une personne paraplégique à retrouver le sens du toucher. Et j'ai vu des hommes qu'on considérait comme morts se lever, et j'ai vu comment on a pu empêcher des pandémies après des catastrophes. Et j'ai vu les plus petits enfants nous rappeler à travers leurs actions et leur générosité de nos obligations de nous occuper des réfugiés, d'œuvrer pour la paix et avant tout de se préoccuper les uns des autres. Cette foi que j'ai mis dans les autres il y a des années, dans le pouvoir des Américains ordinaires à réaliser le changement, cette foi a été largement récompensée, au-delà de mes espérances. Certains d'entre vous, chez vous, qui regardent à la télévision, étaient avec nous en 2004, en 2008, en 2012. Vous étiez avec nous. Et peut-être que vous ne croyez toujours pas à tout ce que nous avons réalisé. Vous n'êtes pas les seuls. Michel. Michelle Lavon Robinson, une fille du Southside. Depuis 25 ans, non seulement vous avez été mon épouse, la mère de mes enfants, mais vous avez été ma meilleure amie. Vous avez assumé un rôle que vous n'aviez pas recherché, vous l'avez approprié avec beaucoup de grâce et beaucoup de style.
Vous avez fait de la Maison-Blanche la maison de tous et une nouvelle génération d'Américains a une vision encore supérieure de l'avenir grâce à vous. Vous avez contribué à la grandeur de notre pays. Malia et Sacha, dans des circonstances particulièrement étranges, vous êtes devenues deux jeunes femmes étonnantes. Vous êtes belles, intelligentes et surtout, vous êtes aimables, vous êtes passionnées et pleines de pensées pour les autres. Et vous avez été sous les feux de la rampe depuis de nombreuses années, tout au long de ma vie. Je suis très fier d'être votre père. À Joe Biden. Le battant, le fils préféré de Delaware. Vous avez été la première décision que j'ai prise lorsque j'ai constitué mon équipe et c'était la meilleure décision. Non seulement parce que vous avez été un grand vice-président, mais parce que nous vous aimons, vous et votre épouse, et votre amitié pour nous a été une grande source de joie. À mon personnel remarquable, depuis 8 ans, et parfois bien au-delà des 8 dernières années, j'ai tiré de votre énergie. Et chaque jour, j'essaie de réfléchir à tout ce que vous avez démontré en termes de caractère, d'idéalisme. Je vous ai vu vous développer, vous marier, avoir des enfants. Je vous ai vu poursuivre vos voyages incroyables. Et même dans les temps difficiles et frustrants, vous n'avez jamais laissé Washington vous dévier de votre chemin. La seule chose, ce qui me rend plus fier, c'est toutes les choses étonnantes que vous allez réaliser à l'avenir. Tous, chaque organisateur qui a déménagé dans une ville nouvelle, toute famille qui a accueilli des réfugiés, chaque volontaire qui a frappé aux portes, chaque jeune qui a voté pour la première fois, chaque Américain qui a travaillé, qui a œuvré pour le changement. Vous êtes les meilleurs organisateurs dont on peut rêver. Parce que vous avez réussi à changer le monde. Vous avez réussi à changer le monde. Et c'est la raison pour laquelle je quitte cette scène ce soir encore plus optimiste sur l'avenir de notre pays qu'au début de mon mandat. Car je sais que notre travail n'a non seulement aidé beaucoup d'Américains, mais notre travail a inspiré beaucoup d'Américains et surtout beaucoup de jeunes Américains pour croire qu'ils peuvent faire la différence, qu'ils peuvent s'engager dans quelque chose qui les dépasse. La nouvelle génération est beaucoup plus altruiste, beaucoup plus créatif et patriote. Je vous ai vu à travers tout le pays. Vous croyez en une société américaine juste et inclusive. Vous savez que le changement fait partie de l'ADN de l'Amérique. Et c'est vous qui avez œuvré pour préserver notre démocratie. Et bientôt, je crois que notre avenir
est entre de bonnes mains. Mes chers concitoyens, ça a été un grand honneur d'être à votre service. Je ne vais pas m'arrêter. Je vais être avec vous en tant que citoyen. Je vais continuer. Pendant le reste de ma vie, je vais continuer à vous servir en tant que citoyen. Maintenant, que vous soyez jeune ou moins jeune, j'ai une dernière chose à vous demander en tant que président. La même chose que je vous ai demandé quand vous avez voté pour moi il y a 8 ans. Je vous demande de croire, non seulement en ma capacité à réaliser le changement, mais en votre capacité à réaliser le changement. Gardez cette foi. Et rappelez-vous les pères fondateurs, l'esprit de ceux qui se sont libérés de l'esclavage, qui ont œuvré pour la justice, la croyance réaffirmée par ceux qui ont planté les drapeaux américains dans les champs de bataille à l'étranger, qui ont créé une histoire qui reste encore à écrire. Nous le pouvons. Oui, nous le pouvons. Nous l'avons réalisé. Nous le pouvons. Merci et que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Merci. Je vais te demander de t'abonner, d'activer la cloche de notification et de patienter.